Mesdames et messieurs, chers amis internautes, Économie et Société de ce soir reçoit pour vous Madame Patricia Veringa. Elle est administrateur à l'ONEM, l'Office national pour l'emploi, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Je ne mérite pas faire la présentation, mais plutôt vous laisser faire l'auto-présentation de qui vous êtes et la population aura l'opportunité de vous découvrir en même temps. D'accord, merci. Alors donc, je suis Patricia Veringa Guisques. Je suis effectivement administrateur à l'ONEM, donc nommé par le chef de l'État l'année passée. Je suis aussi administrateur à la FEC depuis, je dirais, presque une quinzaine d'années. Donc la FEC, c'est le patronat. Je suis aussi vice-présidente de la East African Chamber of Commerce, Agriculture and Industry, basée en Tanzanie, donc qui est le côté secteur privé pour le East African Community, je ne sais plus comment on le dit en français. Et sinon, mis à part ces postes, disons, je suis chef d'entreprise, je dirige l'entreprise de Job Factory, créée en 2006 jusqu'à ce jour. Je dirige l'entreprise Futurist Finance qui est dans la création d'une fintech. Et je dirige aussi l'entreprise Roliana qui est dans le biomédical. Voilà, pour parler de quelques entreprises que je dirige. Et on comprend directement que le monde entrepreneurial, c'est votre dada. Et la première question, c'est comment se porte l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? J'ai envie de dire que l'idée de l'entrepreneuriat se porte bien. Maintenant, c'est tout le reste. Parce qu'être entrepreneur, ça commence dans la tête, ça commence dans l'envie de création, l'envie de trouver des solutions à des problèmes qu'on rencontre soi. C'est souvent ça l'entrepreneuriat en fait. Et donc dans ça, il y a énormément de créativité en RDC, énormément de créativité, les jeunes, les moins jeunes. Maintenant, c'est l'environnement autour qui n'est pas simple. Et l'environnement autour ne favorise pas totalement l'entrepreneuriat, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus d'initiatives prises, d'organisations, de fonds et autres, dont je pense que l'avenir nous réserve de bonnes choses. Voilà. Beaucoup d'opportunités, mais tout simplement, l'accompagnement pose problème. S'il faut tenir compte des contraintes que vous faites allusion. On va dire ça, c'est que pour le moment l'accompagnement pose problème parce que l'entrepreneuriat c'est tout un monde, c'est tout un écosystème et avoir des bonnes idées c'est bien, même parfois réussir à avoir un financement, mais c'est pas toujours facile mais c'est bien aussi, mais il y a tout le reste qui doit suivre en fait, hein, donc au niveau taxation, au niveau fiscalité, voilà, donc au niveau accompagnement réellement de ces entrepreneurs que nous sommes, oui, il y a encore pas mal à faire, il y a encore du chemin, mais bon, c'est le principe, hein, le principe c'est d'évoluer, donc voilà. Il y a un sujet, un concept qui vous tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat en institution. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut comprendre juste en disant ça? Eh bien, en fait, l'entrepreneuriat en institution, c'est un peu comme ça que moi je le définis, c'est de pouvoir évoluer dans les institutions, dans des organismes, dans des organisations, tout en étant, comme moi, chef d'entreprise, mais arriver à faire un parcours institutionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, dont on parle peu, alors qu'en fait, c'est un parcours type qui aide énormément les entrepreneurs, qui aide dans la connaissance, qui aide dans le fait d'être exposé à d'autres environnements, j'ai parlé de connaissances, mais ça vous donne en fait une plus grande vision de ce que même vous pourriez faire en tant qu'entrepreneur, en fait. Et donc, voilà, c'est vraiment, c'est très important. Je l'ai remarqué, moi, sur mon parcours, et c'est vraiment, c'est capital, et je pense que beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, ont tendance à ne pas le faire en se disant, on a nos entreprises, on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose, et pourtant cette autre chose-là, qui même parfois prend beaucoup de temps, c'est vrai, eh bien, nous amène vers une autre dimension même, si je peux dire, de la connaissance ou de ce que nous sommes. Ça nous amène vraiment ailleurs. Et je pourrais peut-être expliquer un peu plus dans mon parcours. Mais vous ne pensez pas que vous avez le main lié quand en même temps vous devez être dans les institutions et en même temps manager une entreprise et que deux fois l'État bloque certains éléments, comment vous faites?
Oh, non, ça veut dire que... Jugé parti, vous ne savez pas bien évoluer. Non, pas du tout. Non, on n'est pas nécessairement jugé parti. Je vais parler, par exemple, de mon parcours au sein de la Fédération des entreprises du Congo, donc de la FEC. Eh bien, j'ai accepté de donner mon temps et de présider des comités et des commissions. Mais grâce à ça, bien sûr, j'ai eu une connaissance, par exemple, du monde du travail, de l'emploi et autres, de manière plus profonde, plus... oui, on ressent... En fait, on comprend aussi mieux, et j'ai même envie de dire qu'on comprend mieux comment sont créés, faits, comment sont régulés les textes qui nous gèrent. Et du coup, ça nous permet de essayer d'apporter des solutions, parce qu'en fait, ce n'est pas non plus l'État ou disons le gouvernement qui est là pour apporter toutes les solutions. Mais bien souvent, les gens ne savent pas. Et parce qu'ils ne savent pas, ils attendent tout, pendant qu'ils ont peut-être la capacité eux-mêmes d'apporter leur pierre à l'édifice, en fait. Et donc, c'est ça le parcours institutionnel dont je parle, et qui est vraiment, c'est riche, ça enrichit énormément. Une question me vient à l'esprit, mais c'est quoi l'impact de l'environnement institutionnel, je dirais, sur l'activité entrepreneuriale? Bien, comme je disais, l'impact peut être par exemple que nous, en tant qu'entrepreneurs, on va se rendre compte en travaillant avec l'institutionnel qu'ils n'ont pas perçu les choses comme nous et donc automatiquement ne vont peut-être pas pouvoir nous apporter la solution qu'on attend. Or, quand on chemine côte à côte, nous qui sommes des entrepreneurs, nous qui sommes par exemple du secteur privé, eh bien l'apport est différent. On apporte quelque chose à l'institutionnel qu'ils n'auraient pas eu en ne nous côtoyant pas, en fait. Vous voyez, donc c'est ça le principe. Et bon, voilà, c'est ce que je peux dire à ce sujet-là. Vous avez fait pratiquement 15 ans à la Fédération des entreprises du Congo. Et qu'est-ce que vous avez capitalisé? Oh, beaucoup. Capitalisé d'abord dans la connaissance des entreprises, de mes collègues, de comment ça fonctionne, le monde entre les entreprises, les grosses entreprises, comme on les appelle, les PME, les sociétés, voilà, et les plus petites PME d'ailleurs, tout le monde est au sein de cette fédération ou des fédérations qui existent. Donc du coup c'est pratique parce qu'en fait, si j'étais dans mon coin, si je n'étais pas à la fédération, eh bien peut-être que je ne m'intéresserais pas à d'autres secteurs, je ne m'intéresserais peut-être pas à une femme maraîchère, je ne m'intéresserais peut-être pas à un brasseur. Voilà. Mais le fait d'être là, on est confronté, on a beaucoup de réunions ensemble, on a des comités de direction, des conseils d'administration ensemble et d'autres, des matières d'information. Donc du coup, on est à même en fait de beaucoup mieux comprendre l'environnement économique et je dirais même géopolitique. Ce qu'un entrepreneur, quand il commence dans ce qu'il est en train de faire, il n'a pas du tout ça en tête. Et pourtant, ça joue dans son entreprise, il y a un impact en fait. Et donc, il a besoin de comprendre ça. Et parce qu'il va mieux le comprendre, mieux appréhender, de nouveau, je dis, il peut venir avec des solutions. Si moi, je développe aujourd'hui une application en FinTech, mais c'est parce que j'ai été baignée dans ce monde de l'économie, de la géopolitique et même au niveau de l'extérieur. L'institutionnel interne ou intérieur du pays vous mène aussi évidemment à côtoyer les organisations étrangères ici en RDC, mais aussi en dehors de la RDC. Donc du coup, comme je dis, on prend plus de matière que si on était simplement un entrepreneur ou dans son entreprise par rapport à ce qu'il apporte comme solution, comme service, comme produit. Ça fait une très grande différence. On peut aujourd'hui croire que la FEC a accompagné plusieurs entreprises à faible capitaux et aujourd'hui ils ont émergé et je dirais créer d'autres filiales dans le monde. Bon, la FEC n'est pas là pour apporter les capitaux, si je peux dire. Elle facilite. Moins aider, parce que c'est pratiquement le syndicat. Oui, oui, mais en fait, ce que la FEC fait, c'est qu'elle facilite la mise en contact de différents partenaires, même de différentes entreprises, d'une plus grande vers une plus petite et vice-versa. Mais ce n'est pas qu'elle a pour amener les capitaux. Elle va canaliser peut-être des acteurs ou des opérateurs qui ont ces capitaux et qui voudraient les mettre à disposition. Et parce qu'ils veulent les mettre à disposition, ben voilà, donc là, elle réunit tout le monde et après, les gens font ce qu'ils ont à faire et évoluent la manière dont ils peuvent évoluer en fait au niveau des affaires. Vous étiez dedans, expliquez-nous comment ça se passe pour ceux qui hésitent ou encore craignent de faire un pas, de devenir membre. Comment ça se passe? Oh, ben en fait, c'est très simple. L'adhésion au patronat de manière générale est assez simple. Hein. Il faut aller demander un bulletin d'adhésion.
donner ses coordonnées et puis voilà, on définit dans quelle catégorie vous êtes et c'est assez simple en fait. Hein. Je sais que ça paraît toujours, il y a une sorte de mythe en fait autour et je sais que le président passé a essayé d'un peu démystifier ça en disant mais tout le monde est bienvenu, chacun a sa catégorie dans sa catégorie mais tout le monde est assez bienvenu. Donc voilà. Et puisque notre sujet c'est l'entrepreneuriat en institution, on va de temps en temps revenir là-dessus, mais comment la RDC peut tirer profit de ça aujourd'hui? Comment la RDC tire profit peut tirer profit de l'entrepreneuriat en institution. Mais elle en tire déjà profit, elle en tire profit au travers de nous, des opérateurs économiques finalement, qui mettons notre savoir, notre temps à disposition de l'institutionnel. Parce que l'institutionnel, ce n'est pas que la FEC, ça peut être... Moi, je travaille essentiellement avec le ministère du Travail, ministère de la formation professionnelle aussi, parce que mon monde, c'est le monde des ressources humaines, de l'emploi de la manière la plus vaste. J'ai présidé la commission emploi de la FEC depuis... je l'ai présidée pendant au moins 8 ans. La commission sociale, et puis avant je présidais le comité des entreprises privées de placement. Donc voilà, mon domaine c'est ça, mon premier domaine en tout cas. Et donc de par notre présence, nous les opérateurs économiques, nous les entrepreneurs, de par notre présence dans ces institutions-là, internes en RDC ou à l'extérieur, mais en fait on représente la RDC. Peut-être que la RDC n'aurait pas... d'abord peut-être n'était pas du tout présent, mais au travers de nous, la RDC en fait est représentée. Et quand, vous savez que quand nous sommes en institution, particulièrement je dirais à l'extérieur, même ici, on n'est plus secteur privé ou on est congolais dans ces entités-là, on est congolais, donc on représente le pays et on essaie de le faire de la manière la plus valable possible. Et donc, du coup, je dirais que ça remplit parfois un gap qui pourrait être créé parce que peut-être que pour une raison ou une autre, l'État n'est pas présent, mais le fait que nous soyons présents, eh bien, le pays est représenté. Et ça, c'est très, très important, d'être perçu comme un Congolais dans une organisation et sans que ce soit nécessairement parce qu'on est un opérateur économique ou un chef d'entreprise, non. C'est un Congolais d'abord qu'on voit, donc du coup c'est la RDC qui est représentée. D'ailleurs moi, j'ai une petite anecdote, aujourd'hui beaucoup de collègues, c'est devenu des collègues en institutionnel, eh bien me connaissent sous le nom de Patricia RDC, c'est mon acronyme dans les Zooms, les Teams, enfin tout ce qui est en ligne. Voilà, donc j'étais la semaine passée par exemple à Brazzaville avec la CEAC. Mais voilà, c'est le pays qui est représenté. Quand on nous accueille là, on ne dit pas à vous, chef d'entreprise, vous, on dit vous, délégation de la RDC. C'est ça l'institutionnel en fait. Pourtant, je suis un entrepreneur, mais là, on me perçoit comme un représentant du pays. Et donc, c'est pour ça que c'est important, c'est important pour nous, pour eux, mais ça nous apprend voilà, à faire du mieux qu'on peut quand... on est représenté comme ça. Comment vous faites pour changer ça? Parce que de toutes les façons, l'entrepreneur vise le gain. Vous n'allez pas quelque part sans l'accompagnement de l'État. À chaque fois, quand vous le faites, et vous perdez quelque chose aussi, parce qu'il faut mettre la main dans la poche. Alors, comment vous faites pour changer la donne? Oui, mais en même temps, perdre, c'est pas vrai. Parce que oui, parfois, c'est vrai qu'on doit mettre la main à la poche, mais en même temps, on va rencontrer des gens. C'est un investissement. C'est un même investissement que si je décidais de faire des cours d'une matière que je ne connais pas pendant 3, 6, 8 mois, de faire ces cours-là. C'est le même investissement que si moi, en tant qu'entreprise, je vais vers un forum économique à l'extérieur pour rencontrer des gens, pour faire du réseautage. Ça sert à ça. Ces liens, etc. sont faits. Et je pense qu'on le fait même mieux quand on est là, quand on représente le pays. Ça nous donne même plus de valeur qu'un simple chef d'entreprise qui viendrait, si je puis dire. Donc c'est une autre étiquette. J'ai en même temps envie de vous poser une question. Comment vous peignez le tableau, le paysage entrepreneurial en RDC? Mais une autre question, la jeunesse aujourd'hui, les jeunes qui cherchent à émerger dans ces secteurs ont du mal à trouver du financement. C'est absolument vrai. Comment vous faites pour les aider tant bien que mal à avancer? Bien justement, nous, on aide les jeunes, enfin je dirais en tout cas pour ma part, dans ce dans quoi je m'investis, eh bien... Vous parrainez quelques jeunes également? Quelques projets? Oui, en fait, parrainer dans le sens où, je vous donne un exemple concret. Grâce aux organisations où nous sommes partenaires, et donc nous, les chefs d'entreprise, allons là-bas en tant que délégués représentant le pays ou même le secteur privé,
Eh bien, j'ai par exemple réussi à ramener un programme ici où il y a de la formation gratuite d'outils et il y avait de la place pour 5000 jeunes Congolais pour pouvoir être formés en entrepreneuriat et pour pouvoir être formés aux outils Microsoft qui coûtent de l'argent. Et bien là, on a obtenu dans un programme qu'il y ait 5000 jeunes qui soient formés gratuitement, en ligne, peu importe où ils sont en RDC, voilà. Donc, c'est pour vous dire, oui, c'est ça l'institutionnel. Vous allez me dire, oui, mais moi, en tant que chef d'entreprise, de manière intrinsèque, qu'est-ce que j'ai gagné? Mais ces jeunes qui sont formés, n'est-ce pas que demain, j'aurai peut-être besoin, nous aurons besoin de les engager? Eh bien, voilà. Mais il y a bien quelqu'un qui a dû partir, parler, concourir avec d'autres pays, parce qu'on n'est jamais seul hein, dans ces cas-là. Pour éventuellement avoir ces programmes, on n'est jamais seul. Mais voilà, on va concourir. Et puis, eh bien, on a obtenu donc ce programme-là, et je ne vais pas citer le nom de l'organe, mais on a obtenu ce programme, et aujourd'hui, je sais qu'à ce jour, on a commencé l'année passée au mois de mai, on avait d'ailleurs fait un lancement officiel avec le patronat, le président du patronat, enfin de la FEC, et aujourd'hui, c'est un programme qui court sur 2 ans, et en moins d'1 an, on est déjà à plus de 4000 inscrits, je crois qu'on va atteindre les 5000 incessamment sous peu. Et vous voyez, voilà. Donc, c'est vrai, on va me dire que j'ai mis de mon temps, peut-être j'ai mis de l'argent, oui. Et j'ai fait ça alors que moi-même, je ne suis pas bénéficiaire directe, mais de manière indirecte, je suis ou je serai bénéficiaire de ces jeunes-là d'une façon ou d'une autre. Demain, ils peuvent être ceux qui vont développer une application, un produit, un service dont on aura besoin. Vous voyez, donc on ne peut pas toujours regarder oui, mais qu'est-ce que moi j'ai gagné de manière directe? Non, former 5000 jeunes, comme je vous dis, en plus ils sont formés dans toute la République. On a vraiment fait en sorte que, en termes d'accès, en fait, de lien, parce qu'il y a une sélection qui est faite, que vraiment ils soient partout dans la République, ça va servir à tout le monde. C'est ça l'entrepreneuriat institutionnel, vous voyez? Voilà un exemple concret de ce que ça peut rapporter, en fait. Ça a demandé de faire beaucoup de réunions, beaucoup d'écrits, beaucoup de rapports, beaucoup de ceci, mais voilà un résultat obtenu. L'entrepreneuriat est un secteur où on ne fait pas de cadeaux, mais c'est quoi la place de la femme? Pensez-vous que la femme congolaise est mieux placée à, je dirais, à se battre ou encore à réclamer sa place dans ces secteurs? La femme congolaise, je pense qu'elle est presque entrepreneur dans l'âme. Je crois qu'elle n'en est peut-être pas toujours consciente, mais elle est entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours connu les femmes congolaises, qu'elles travaillent dans une entreprise ou pas, elles ont toujours une sorte d'activité comme ça sur le côté de quelque chose. Elles ont toujours ça. Et donc, ça veut dire qu'elles sont entrepreneurs dans l'âme. Maintenant, c'est bien. Après, il faut faire le pas après. Et le next step, comme on dit, c'est de se formaliser. Voilà, c'est de se formaliser. Et c'est là où ça va venir avec le temps, ça va venir de ce réflexe-là. C'est parce qu'en fait, il faut aussi qu'il y ait des campagnes, à mon avis, au niveau gouvernemental, il faudrait trouver des mécanismes pour attirer les gens, qu'ils n'aient pas l'impression que si ils rentrent dans l'informel, on va leur taper dessus, les taxes, pour eux, ils voient ça là comme la tracasserie. Pendant qu'en fait, en étant informel, on est aussi tracassé. On est aussi tracassé, donc, mais c'est ça, c'est que la femme doit essayer mais c'est pas que la femme, mais il faut essayer d'aller vers de l'entrepreneuriat plutôt formel, parce que quelque part aussi, ça nous protège quand on va dans le formel. On n'est pas censé être harcelé tout le temps. Or, dans l'informel, quelqu'un peut venir 20 fois vous taper sur la tête, vous n'avez pas tellement le choix. Donc, mais voilà, donc la femme, chercher sa place, réclamer, non, je veux dire, non. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire dans notre société de manière générale par rapport à la place de la femme, ça c'est sûr, mais bon, nous ne sommes pas les seuls au monde. Mais sinon, non, je pense que la femme, qu'elle réclame ses droits, c'est normal. On est encore un peu en déséquilibre, mais en même temps, je crois qu'elle a quand même, elle a beaucoup de droits, elle vit beaucoup de droits. C'est plus, à mon avis, une prise de conscience de la femme elle-même, de son identité, de la capacité qu'elle a à produire. Et c'est plutôt ça, en fait, sur lequel on doit un peu plus se concentrer ou se focaliser. Elle ne doit pas avoir peur d'oser. Nous sortons fraîchement du mois de mars, mois consacré à la femme, puisque nous chutons doucement et lentement vers la fin de cette émission. Le mois de mars, pour vous, ça vous inspire quoi? Pour certains, la femme réclame ce droit.
Pour certains, c'est l'émancipation, l'égalité des chances. Vous, ça vous inspire quoi, le mois de la femme? Bon, je crois que cette reconnaissance mondiale du droit des femmes est tellement importante. Et si on continue à le marteler, c'est parce que réellement on a bien compris qu'on n'est pas encore arrivé à ce que ce soit quelque chose de naturel et de normal. Mais en même temps, ce mois, je me dis qu'il faudrait, en fait, les thématiques devraient être un peu plus... Déjà que ça a changé, puisque ça ne se limite pas à la porte de pagne. Maintenant, ce sont des conférences scientifiques, des sensibilisations. Ben, il était temps. J'ai jamais compris la relation entre le mois de la femme et le port du pagne. J'ai jamais très bien compris ça parce que je me suis dit, mais le jour où on va nous obliger à porter ça, ça va devenir un problème. Donc pourquoi est-ce qu'on a associé pagne, femme? Je ne sais pas. On aurait pu associer aussi coiffure et mois de mars. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je crois qu'il y a eu quand même Enfin, il y a eu des ratés à ce niveau-là aujourd'hui, mais oui, parce qu'en fait, le mois de la femme, et c'est pour ça qu'il faut toujours marteler, c'est pas juste le mois, c'est pour les droits de la femme, c'est pour les droits de la femme. La femme a droit à accoucher en des bonnes conditions. La femme a droit à être respectée dans son milieu de travail. La femme a droit à pouvoir faire sa carrière sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues, sans qu'elle soit empêchée parce que on a une société qui est plutôt ou patriarcale, ou ceci ou cela. C'est ça les droits de la femme. C'est ça qui est important. C'est qu'elle puisse... La promotion de la parité, par exemple. Oui, moi je suis en tout cas pas du tout une féministe. Alors je ne suis pas dans cette catégorie de femmes. Je ne crois pas en ça en tant que tel. Je crois qu'on doit avoir des droits et qu'effectivement ce qu'on a besoin d'avoir, c'est de la parité. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, ou qu'on doive se dire, comment ça se fait qu'ici il y a sur 10 postes, 8, il n'y a que des hommes. On doit se poser la question. Et je pense même qu'aujourd'hui, je n'étais pas très pro les quotas, mais je pense que c'est quand même pour remettre un équilibre, pour remettre de l'équilibre, il faut qu'à un moment, on passe par des quotas et qu'après, les choses vont se faire plus naturellement. Mais il faut quand même qu'on force un peu tout le monde. C'est la compétence aussi. Ce n'est pas nommer une femme pour qu'elle dépende d'un homme, ou se servir d'un homme comme des béquilles alors qu'elle n'en est pas capable. Oui, mais bon, puisque les hommes souvent sont nommés et ne sont pas capables et font du mauvais travail, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait exiger de la femme qu'elle soit parfaite. Parce qu'on est désolé, mais je crois qu'il y a énormément d'hommes qui sont vraiment alors à côté de la plaque, mais de nouveau, notre société trouve ça normal. Et ce n'est pas que les RDC, c'est partout au monde. Il y a autant d'hommes qu'on sait qui sont nuls, mais bon, ça passe. Pourquoi alors la femme, on ne peut pas avoir des femmes qui sont nulles aussi? On devra aussi passer par là. On n'aura pas que des femmes qui sont brillantes, parfaites, excellentes. Non, non. On devra accepter aussi qu'il y en a qui sont, bon, c'est pas ça, et puis on en aura une meilleure après, et puis c'est tout. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité, vient de le prouver une fois de plus en nommant à la tête du gouvernement, chose qui n'a jamais été faite, une dame, chef du gouvernement de la République. Vous avez accueilli cette nouvelle de quelle manière? Comment vous avez reçu la nouvelle? Très contente. Personnellement, comment vous l'avez reçue? Oui, très contente parce qu'en fait, tout ce qui va marquer la différence dans ce sens-là, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, il faut encore un peu les quotas, il faut encore un peu pousser. Donc, effectivement, quand une nouvelle pareille tombe, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça démontre que, voilà, il y a une volonté et en fait, non, il y a même plus. Il y a au-delà de la volonté, il y a le geste qui est fait. C'est posé et c'est important. Parce que ce geste-là va permettre certainement à partir de ce matin ou de demain matin à beaucoup de jeunes femmes de se dire, en fait c'est possible, en fait moi je peux être congolaise, je peux étudier et puis finalement je peux devenir Premier ministre dans le pays. Et c'est tellement important, donc voilà pourquoi le geste est fort. Au-delà de tout ce qu'on pourrait dire autour, mais le geste est très très fort dans un pays comme le nôtre où on a encore du mal en tant que femme à avoir une certaine considération, à être, à exister. Il faut toujours qu'on en fasse plus. Quand on en fait beaucoup, là, c'est formidable de nous avoir. Mais, je veux dire, c'est pas évident. Donc, c'est un geste très, très fort. Et c'est vraiment, oui, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Pensez-vous qu'elle va réussir à la tête de son... C'est tout ce que je peux espérer. Je ne peux qu'espérer qu'elle réussisse, bien sûr. Mais je pense qu'elle a les épaules pour, elle a la carrure pour, elle a la tête bien faite pour, et puis je la connais un peu, mais elle a quand même énormément de valeurs, parce que c'est ça qu'on a besoin d'avoir. Pas que les femmes, il nous faut des hommes avec des valeurs et des femmes avec des valeurs. Et effectivement, ce sont des choses on le sait, les gens qui n'ont pas de valeurs, on le sait, et donc là,
c'est quelqu'un avec beaucoup de valeur, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle ne réussirait pas et en quoi elle ne réussirait pas. Mais effectivement, il faut que l'homme puisse accepter que si la femme dit que tel n'est pas bon et qu'on change, on ne commence pas à dire oui, mais c'est de l'abus, ou oui, ceci, cela. Parce que c'est ça la difficulté surtout. Hein. N'oubliez pas, ici, nous sommes des bantous, hein, on ne va pas se mentir, nous sommes des bantous, et moi qui travaille essentiellement avec des hommes, je connais la difficulté d'être un décideur, celui qui prend les décisions, mais d'avoir que des hommes, et parfois même des hommes plus âgés que vous, beaucoup plus âgés. Bon, comment ça c'est l'avantage de vous imposer? Oh, mais c'est ça le privilège d'être femme. Ça, c'est le privilège d'être une femme. On n'a pas besoin, je veux dire, les hommes entre hommes, ils ont assez d'hommes. Ils n'ont pas besoin que nous, les femmes qui sommes à leur côté, soyons des hommes. Il faut juste être femme avec tous les attributs qu'on nous a donnés. Et effectivement, je crois que les femmes, en général, ce sont des super managers. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Je crois que vous avez certainement un foyer. La femme, elle est super manager naturellement. Mais après, quand elle structure cette façon de manager, eh bien, je crois qu'elle est imbattable. Est-ce peut-être de ça que l'homme a peur? On ne sait jamais. Mais en tout cas, nous, moi, je suis une femme qui estime qu'il faut qu'on soit tous là. Il faut des hommes et il faut des femmes. Il faut cet équilibre-là. On ne peut jamais être que les uns ou que les autres. Ça ne peut pas exister. On a besoin les uns des autres parce qu'on est très complémentaires. Madame Veringa, on est pratiquement à la fin de cette émission. La dernière question, c'est que plusieurs dames qui ont fait des hautes études à l'extérieur ont peur de venir en RDC investir dans des contextes où nous connaissons, où tout n'est pas facile, tout est monnayé, des fois de tracasseries aussi. Et face à ces gens-là, vous leur dites quoi? Le message à ces gens qui ont peur de revenir au pays pour investir et puis créer de l'emploi. Il n'y a aucune raison d'avoir peur parce qu'après tout, bon, c'est notre pays. Ça, c'est déjà une première chose. Et je ne pense pas que ceux qui vont venir investir doivent venir d'ailleurs en termes de, je dirais, des non-congolais. Non, on est chez nous. Alors si on ne le fait pas chez nous, on le fera où? Donc il n'y a pas de raison d'avoir... un investisseur prend des risques partout, hein, qu'il soit en France, au Guatemala ou à New York. C'est risqué d'être un investisseur ou d'être un entrepreneur. Ça, c'est totalement normal. Mais après, ici, quand on se fait accompagner, quand on va vers les bonnes institutions, organisations, je suis toujours surprise de rencontrer des gens, et tout le temps, de rencontrer des gens qui vont vous dire « Ah, mais je suis arrivée, j'avais rencontré un tel, et puis finalement on m'a escroqué. » Mais il y a tellement de canaux qui sont là, qui existent, qui ont pignon sur rue, c'est légal, il y a l'ANAPI, il y a la Fédération des entreprises du Congo, il y a autant d'endroits où vous avez la bonne information, vous avez le bon accompagnement. Alors comment ça se fait que des gens continuent à venir sur base de « un ami m'a dit », un garçon du quartier, une amie du quartier? Non, il faut savoir aller vers les organisations, les bonnes organisations, vers les institutions qui existent et qui sont là pour justement l'accompagnement, qui sont là pour vous mener. Il y a autant d'informations, il y a autant de sites web, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, il y a beaucoup plus que quand moi j'ai commencé ici il y a une vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans, oui. Il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'hier, donc non, c'est juste savoir prendre les canaux officiels et pas aller vers de l'à peu près et tout ce qui est périphérique. On a fini. Un dernier message? Un dernier message, ben écoutez, merci de m'avoir reçu et puis un plein succès à BMTV, hein, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. La suite au prochain numéro. Au revoir.